Bienvenue, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24. Nous sommes à Djibouti en compagnie du ministre de l'économie, des finances, chargé de l'industrie, ministre de tutelle des investissements, du tourisme et du commerce, Monsieur Ilyas Moussa Dawalé. Soyez le bienvenu. Monsieur le ministre, vous avez devant vous des plaquettes qui contiennent des questions. Est-ce que vous pouvez lire la première, s'il vous plaît, à voix haute, avant que nous puissions en discuter? Quel bilan faites-vous des secteurs dont vous avez la charge? On va essayer de se focaliser sur l'économie et les finances, puisque vous avez beaucoup de portefeuilles. Très bien. Effectivement, nous considérons pas seulement mon propre bilan, mais surtout le bilan du président de la République depuis sa réélection en 2011. Le résultat nous semble parfaitement en phase par rapport à nos propres objectifs. Et nous estimons même d'avoir été jusqu'à l'extra mile, en tout cas d'avoir réalisé, vous avez dépassé vos objectifs. Un peu les objectifs, en ce sens que le taux de croissance qui est prévisionnel donc à cette période était moindre que celui que nous connaissons aujourd'hui. En termes d'investissement, nous estimons que les investissements ont plus que doublé par rapport à nos objectifs. Et plus généralement, les conditions, les fondamentaux macroéconomiques de plus en plus solides, avec une performance macroéconomique assez exceptionnelle pour une région qui reste très tourmentée. Et vous tirez profit de votre stabilité politique. Absolument. Donc c'est principalement notre ressource génétique, on va dire, la paix, la stabilité et la quiétude, mais également notre sentiment d'accueil. Quand vous dites accueil, il est surtout question par exemple d'accueil de bases militaires, notamment, qui rapportent gros à l'économie djiboutienne. C'est une perception que nous avons de la République de Djibouti. La partie en termes de ressources financières, ou en tout cas sur le plan budgétaire, représente moins de 10% de notre propre budget, ce que génèrent les bases militaires étrangères à Djibouti. 10% c'est quand même conséquent. C'est autour de 100 millions de dollars. C'est très peu par rapport à ce que nous offrons aux bases militaires étrangères en République de Djibouti. Qu'est-ce que vous leur offrez? Nous leur offrons plus de 400 millions d'exonération par année. Donc vous pouvez faire les comptes. Mais ce n'est pas les chiffres qui nous intéressent, nous. C'est l'image, c'est la position de Djibouti. C'est notre rôle et notre responsabilité en termes de sécurité internationale sur la lutte contre le terrorisme, sur la piraterie. Et cette manne financière, alors vous l'investissez, vous la réinvestissez dans quoi, hormis les grands projets portuaires? Comme je vous disais, ce n'est qu'une partie infime de notre budget. Ce n'est pas ça qui fait vivre son homme, comme on dit. Ceci étant dit, naturellement, ça représente une somme qui, cependant, nous permet d'investir dans l'éducation, pour investir dans le développement urbain. Nous investissons dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, mais nous investissons également dans la consolidation de la sécurité en République de Djibouti, puisque la région est très difficile et ça fait en sorte que donc on doit investir beaucoup dans la sécurité dans cette partie du monde, à mieux surveiller nos frontières maritimes comme nos frontières terrestres. Vous avez parlé de sécurité, mais de sécurité alimentaire également. La production agricole est toujours insuffisante. Très faible. Elle le sera malheureusement parce que les conditions géographiques, climatiques en République de Djibouti ne permettant pas d'espérer beaucoup. Ceci étant dit, nous sommes en train de travailler sur l'agropastoralisme en République de Djibouti. Ce n'est pas un sujet qui me concerne proprement, mais c'est un sujet naturellement, en tant que ministre des Finances, qui ne peut être que transversal et par voie de conséquence, à considérer les avantages comparatifs sur une partie niche, en tout cas du secteur. Donc l'agropastoralisme, les périmètres agricoles avec des produits spécifiques, les melons djiboutiens étant reconnus comme les meilleurs du monde. Nous comptons développer par exemple sa production. Vous évoquiez le taux de croissance de Djibouti en hausse, mais est-il inclusif? Parce que lorsqu'on prend un pays qui a une population de 900 000 habitants par exemple, et qu'on sait que le taux de chômage oscille entre 45 et 60% justement, est-ce que cela n'est pas représentatif d'un certain nombre de carences tout de même?
Je vais vous dire très sincèrement, notre croissance n'est pas encore rendue inclusive. Voilà une réponse d'un ministre de l'État qui vous répondrait. Mais il y a des raisons. Ce n'est pas par manque de qualité de redistribution. Au contraire, nous faisons en sorte à ce que cette croissance puisse bénéficier à l'ensemble de la population djiboutienne. Je vais vous corriger par ailleurs sur le chiffre que vous avez du chômage. Du taux de chômage. Ce n'est pas de 49%, c'était de 44%. C'était, je disais, de 42%. Parce que les enquêtes sur l'emploi n'ont pas été rendues encore publiques, elles le seront bientôt. Aujourd'hui, nous tablons un taux de chômage de l'ordre de 36 à 38%. Je laisse les spécialistes nous donner les dernières informations. Sur la dernière décennie, nous observons cependant une baisse du taux de chômage très très intéressante. C'est quasiment de 10 points que nous avons réussi à baisser le taux de chômage, c'est-à-dire à inverser totalement la tendance. Mais le taux de chômage restera suffisamment élevé pour un pays, y compris pour un pays comme Djibouti, tout simplement parce que c'est un pays qui ne dépend exclusivement que d'un seul secteur, qui dépendait que d'un seul secteur. Qui dépend ou qui dépendait? Qui dépendait, qui ne dépendra plus de ce secteur. Et ce secteur étant le service, et principalement autour du service portuaire. Je vous ai dit tout à l'heure, le climat de Djibouti, les conditions de Djibouti ne sont pas du tout favorables pour garder une bonne partie de notre population dans les milieux ruraux. Nous avons identifié nos lacunes, nous avons identifié nos faiblesses. Ça fait l'objet d'un débat inclusif sur plusieurs années, sur lequel nous avons pu tirer une vision à long terme, c'est-à-dire une vision intitulée Djibouti 2035, dont son leitmotiv porte naturellement sur un hub continental, financier, commercial et logistique. La quête suivante, s'il vous plaît, Monsieur le Ministre. Quelles sont les contraintes qui empêchent le secteur bancaire de contribuer plus efficacement au décollage de l'économie djiboutienne? Premièrement, on va dire l'environnement des affaires, pour être très franc. L'environnement des affaires a suscité quelques réactions ou quelques inquiétudes de la part des banques comme du milieu d'affaires en République de Djibouti. Et c'est devenu un dossier prioritaire pour le président de la République, mais également pour mon ministère, plus généralement pour l'ensemble du gouvernement, dans le sens où nous devons rendre notre justice beaucoup plus efficace, rendant les jugements dans le meilleur délai possible, parce que nous sommes dans un processus dynamique, et le secteur bancaire, par excellence, suscite cette attention particulière. Mais également, en dehors de la partie de sécurité juridique, on a besoin également de pouvoir simplifier le processus d'interaction, d'utilisation de l'épargne nationale qui est très forte, en tout cas par rapport aux institutions de la République. Les banques sont... le taux de bancarisation reste encore faible. Donc beaucoup d'initiatives, et ça fait partie également de votre question précédente sur l'inclusivité. Nous avons fait en sorte à ce que le secteur bancaire soit également rendu plus inclusif à la population djiboutienne en vulgarisant la bancarisation. Plus généralement, c'était les nouvelles technologies et le coût de production, en tout cas en termes de télécommunications, de nouvelles technologies, qui rendait peut-être un peu lent le processus de développement du secteur bancaire. Et tous ces verrous, nous considérons aujourd'hui, sont levés à travers toutes les réformes institutionnelles engagées depuis les dernières années sous le leadership du président de la République. Je pense que nous sommes dans de bonnes conditions pour voir le futur beaucoup plus brillant, beaucoup plus confortable pour tous les Djiboutiens. Et pourtant, les problématiques sont les mêmes depuis des années. Est-ce qu'on n'aurait pas pu répondre à ces attentes un peu plus tôt? Vous savez, il y a des périodes où, naturellement, c'est beaucoup plus favorable. Mais ce phénomène, il est valable pour l'ensemble de l'Afrique. Vous allez questionner, vous posez les mêmes questions à mes collègues ministres des Finances ou ministres du Développement dans n'importe quel pays d'Afrique, on vous répondra les mêmes questions.
Étant donné que vous avez mis en lumière les spécificités ne regardons de pas Djibouti, derrière, c'est notre leitmotiv. Nous sommes engagés pour transformer ces pays ne et regardons pas derrière. pour participer à la transformation de l'Afrique. Et Djibouti a un grand rôle à jouer dans ces processus. Ceci étant dit, quand j'ai dit ne regardez pas derrière, c'est toujours bon de retenir les leçons du passé pour ne pas faire les mêmes erreurs, pour ne pas prendre encore du retard. Et c'est tous autour de ces questions, de cette vision que nous partageons avec un président qui est notre président de la République et, Inch'Allah, prochainement, encore pour un nouveau mandat président de la République. Et bien justement, vous introduisez ma question joker, monsieur le ministre. Il se dit que vous êtes actuellement plus impliqué dans la campagne électorale à venir pour permettre la réélection du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, que dans la gestion des finances de Djibouti. Ce n'est pas vrai. Comment l'expliquer? Ce n'est pas vrai. Je suis le secrétaire général du parti au pouvoir, du parti du président. Et vous comprendrez aisément que des périodes comme la période que nous vivons va prendre une partie de mon temps pour, bien sûr, accompagner le président, une partie le du candidat. Temps que vous n'utiliserez pas pour gérer l'économie, les finances, le tourisme, le commerce. Ne vous inquiétez pas, j'ai quand même quelques ministres délégués autour de moi qui travaillent sur ces grands dossiers. Et ceci étant dit, le gouvernement reste engagé dans sa fonction première jusqu'au jour officiel de l'ouverture de la campagne. Mais nos heures perdues, c'est tout l'engagement politique autour du président. Il va falloir dépenser ces temps libres pour la politique et c'est ce que nous faisons. Le dépenser pour la politique ou le dépenser pour s'assurer d'être nommé une fois le président réélu s'il l'est? C'est ma dernière préoccupation. C'est votre dernière préoccupation? Moi, ministre et secrétaire général du gouvernement et du parti RPP, ce n'est pas du tout mon souci que de réfléchir si je serai reconduit dans mes fonctions ou pas. Donc vous n'espérez pas être nommé une nouvelle fois? Pourquoi? Vous avez déjà une information prochain? Dites-nous. Non, du tout. Non? Ce n'est pas ça. Je vais dire... Ça ne vous intéresse pas? Non, ce n'est pas. Ne cherchez pas, ne tirez pas de moi quelque chose qui n'est pas correct. Non, tout ce que je veux dire, je suis concentré autour de la responsabilité qui m'a été confiée en tant que ministre jusqu'au dernier jour de ce gouvernement. Et je suis extrêmement engagé sur le processus politique autour du président en tant que secrétaire général du parti. Mais pour ce qui est de l'avenir, laissons acquis de droit. Merci à vous, monsieur le ministre, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Très gentil à vous de m'avoir accueilli et bienvenue à Djibouti. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24 à Djibouti. À bientôt.